quel grand plaisir d'être présent dans cette première vidéo. On est en plein confinement, 12e jour du confinement. Ça commence à être long pour tout le monde, j'imagine que c'est pas compliqué. On va parler des anecdotes croustillantes sur le cinéma, des petites anecdotes comme ça, par-ci par-là. Tu t'installes, tu écoutes, tu prends du plaisir, c'est tout, ok? C'est ok. Première anecdote sur le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, le premier Indiana Jones qui est sorti de toute l'histoire du cinéma, il y a quoi? On va parler d'une scène de combat qui oppose Indiana Jones à un Kurt qu'il doit affronter. À la base, la scène de combat aurait dû se passer comme une scène de combat comme on les connaît, où les deux personnes s'affrontent. Sauf que la scène de combat que nous on a vue, on voit juste Indiana Jones dégainer son flingue et tirer sur le Kurt. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Il y a une raison. Harrison Ford, le jour où il devait tourner cette scène, il a été voir Spielberg, Steven pour les intimes, et il a été lui dire, il faut qu'on raccourcisse la scène, ça va pas. Spielberg il est un peu étonné, il fait bon bah écoute, pourquoi pas, mais le seul moyen de raccourcir la scène, c'est qu'en gros tu dégaines ton flingue et tu le tues sans même qu'il y ait de scène de combat. Harrison, pas de souci, il tourne la scène, tout se passe bien. Et pourquoi il a voulu raccourcir la scène en fait? Il a voulu raccourcir la scène tout simplement parce qu'il avait une grosse chiasse. Voilà, une bonne diarrhée qui fait plaisir. Passons à la seconde anecdote, ça part beaucoup trop loin. Deuxième anecdote, Retour vers le futur, le premier de Robert Zemeckis, sorti en 1985. Jusque là, on n'apprend pas grand chose. Il faut savoir que le film Retour vers le futur, il a mis 4 ans à se mettre en place. J'explique. Robert Zemeckis, il a fini d'écrire le scénario en 81. Il a mis plus de 3 ans à vendre son film à une société. C'est Universal qui a accepté d'acheter le film à une seule condition, que la machine à remonter le temps ne soit pas celle qui était prévue. Celle qui était prévue, c'était pas la DeLorean qu'on connaît tous. C'était un frigo. T'imagines le charme un petit peu comment tu le pètes là. Mais si ça a été refusé, c'est pas par la beauté du truc, même si en soi c'est vrai qu'une DeLorean c'est beaucoup plus stylé. C'est parce que les producteurs avaient peur que les enfants rentrent dans leur frigo pour voyager vers le futur. Logique en même temps. Mais tu me diras, s'ils prennent une bagnole pour remonter le temps, c'est pas mieux. Enfin, ils remontent pas le temps parce qu'en soi, ils vont dans le futur. Donc c'est vrai que tu peux pas parler de remonter le temps, tu peux parler d'avancer dans le temps. Attention à pas tout mélanger. Mais oui, c'est clair. Et d'après les rumeurs, la DeLorean a été en réalité choisie parce que en sortant d'un rendez-vous, Robert Zemeckis a vu une DeLorean, il s'est dit ce serait stylé d'en mettre une dans le film. La DeLorean, elle a pris la place de la machine à remonter le temps. Fin de l'histoire. Troisième anecdote. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. La fameuse réplique « Je suis ton père » n'aurait pas dû être « Je suis ton père ». Non, ce n'est pas vrai. Je m'explique, calmez-vous. En réalité, la phrase « Je suis ton père » met en place du coup la révélation que Dark Vador est le père de Luke, parce que maintenant c'est une évidence pour tout le monde, mais à l'époque quand les films sortaient, personne ne le savait. Et George Lucas, il est parti tellement loin qu'il ne voulait même pas que l'équipe de tournage soit au courant. Donc, dans le scénario, lui il n'avait pas écrit dans les dialogues « Je suis ton père ». Il avait écrit « C'est Obi-Wan qui a tué ton père ». Et pendant le tournage de cette scène, l'acteur qui a incarné Dark Vador a bien dit « C'est Obi-Wan qui a tué ton père ». Mais c'est la voix officielle de Dark Vador, James Earl Jones, qui en période de post-production, a modifié sur le scénario discrètement cette phrase en mettant « Je suis ton père », bien évidemment sous les commandes de George Lucas. Il y avait aussi Mark Hamill, celui qui jouait Luke, qui était au courant, car au moment de la post-production et du doublage, le dialogue a été doublé avec l'acteur. Et du coup, c'est à la sortie du film, comme les spectateurs, que l'équipe de tournage a découvert la vérité également, et ils étaient sur le cul. Quatrième anecdote, James Bond, épisode 10, l'espion qui m'aimait. Qui m'aimait. Qui m'aimait. C'est dur, hein, c'est pas facile. Ok. Vous voyez qui c'est, Auguste Renoir, célèbre peintre
impressionniste français. Ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais en réalité, si. Son petit-fils, prénommé Claude Renoir, était le chef opérateur du film James Bond, l'espion qui m'aimait. Jusque-là, rien de foufou, petite coïncidence comme ça. Il y a une fameuse scène dans James Bond qui se passe dans un énorme hangar où la lumière s'allume. Et lors du tournage de cette scène, le petit Claude, il a eu des problèmes de vue. Et des vrais problèmes de vue, quoi. Il pouvait quasiment ne plus voir. Donc, gros problème, grosse panique. Plus de chef opérateur, comment on fait? Pas de souci, on en appelle un autre. Bah oui, on en appelle un autre. Mais pas n'importe quel chef opérateur. D'ailleurs, à la base, il est pas chef opérateur. Stanley Kubrick. Ouais, Stanley Kubrick. Qui a fait 2-3 films. Pas foufou, apparemment. Bon, chef opérateur, c'est un grand mot. Il a pas tout fait, mais il en a fait une bonne partie avec le départ de Claude Renoir. Sauf que le petit Stanley, humble comme il est, il voulait pas que ça se sache qu'il avait pris la place du chef opérateur. Parce que voilà, il est venu dépanner, gentiment, sans rien demander. Stanley, t'es cool, merci à toi. 5e anecdote, Dirty Dancing avec Patrick Swayze et Jennifer Grey. Le tournage a été très compliqué pour un acteur, Patrick Swayze. Il faut savoir que dans la vraie vie, les deux acteurs ne peuvent pas se saquer. Mais alors pas du tout. C'était très compliqué de tourner, c'était toujours en tension, surtout que Jennifer Grey est une actrice qui était très capricieuse lors de ce tournage. Elle prenait son rôle trop à la légère en fait, et ça a énervé notre Patrick. Mais il y a une fameuse scène où les deux personnages apprennent à danser et où Patrick ose passer sa main sur l'aisselle de Jennifer. Elle était morte de rire, elle pouvait pas s'empêcher de rire, c'est normal, dès qu'on touche les selles, ça y était, tout émoustillé, c'est parti. Patrick, lui, n'en pouvait plus. Et la réaction qu'il a à l'image, c'est sa vraie réaction. C'est la réaction qu'il a eue en direct, c'est pas son jeu d'acteur. À la base, il aurait pas dû faire ça. Tu vois ce que je veux dire? D'après les rumeurs, cette prise, c'est une prise d'essai. C'est-à-dire que ça n'aurait pas dû être une prise qui devait finir dans la version finale du film, tu vois ce que je veux dire? Mais la réaction de Patrick Swayze était tellement naturelle qu'ils ont gardé cette prise, ma foi, plutôt sympathique. 6e anecdote, on va parler de mon super-héros préféré, qui n'est autre que Spider-Man. Je vous parle de la vraie trilogie de Spider-Man, hein, je vous parle pas des merdes qui sont sorties récemment. Spider-Man 1. Je vais vous parler de la scène qui se passe dans la cafétéria. À un moment, Mary Jane glisse, perd son plateau, mais attention, Peter est à côté. Il récupère tout et hop, tout tombe sur le plateau. Waouh, pas mal les réflexes. Très fort. Ouais, mais de toute façon, c'est truqué, c'est fait avec des effets spéciaux. Pas du tout. Pas du tout. Mais cette scène a été tournée plus de 150 fois. Est-ce que tu te rends compte? Le plan de cette scène dure 4 secondes, pas plus, à refaire 150 fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça devait être dur pour les acteurs, pour les caméramans, pour les sondiers, pour tout le monde. Résultat, correct, on va pas se mentir. Très correct même. Mais cette scène a été tournée sans effets spéciaux. Ceux qui veulent essayer chez eux, faites-le, vous avez le temps, vous êtes en confinement, faites pas genre que vous n'avez pas le temps. Maintenant, on va parler de Spider-Man 3, l'un des longs métrages les plus chers de l'histoire du cinéma. 258 millions de dollars déboursés dans ce film. L'anecdote, c'est que 100 millions de dollars du budget attribué pour le film n'étaient en réalité qu'attribués à une seule séquence du film. La séquence de la naissance de l'homme sable. Très bien réalisé, avec de superbes effets spéciaux. Ça c'est en bonus, hein, c'est pas à apprendre. Il a fallu 30 experts en effets spéciaux et plus de 2 ans de travail pour arriver à ce résultat. Mais en plus, le pire, quand il pense, c'est que les 100 millions de dollars attribués à cette séquence, c'est le budget total Jesus Christ.
du premier Spider-Man qui est sorti. Pour une seule séquence. Avec des trucs comme ça, tu comprends pourquoi des fois les maisons de production, elles ont du mal à lâcher des sous-sous pour tes films. Si au moment du résultat, t'as pas une putain de séquence, la maison de production, elle pète un câble, très clairement. Dernière anecdote, mais la plus insolite. Le Seigneur des Anneaux avec les Beatles. J'ai bien dit les Beatles. Les chanteurs, les 4. Tu vois ce que je veux dire? Dans les années 60, John Lennon, il a pris sa paire de balls et il a été voir Tolkien, l'auteur des Seigneurs des Anneaux, pour lui acheter les droits du film et en faire un film dans lequel il joue. Les 4 là. Paul McCartney, ça aurait dû être Fredon. Ringo Starr, Sam. George Harrison, Gandalf. Mais le meilleur, John Lennon en Gollum. John Lennon en Gollum. Tu vois le truc ou pas? Tu vois le truc? Ils avaient déjà réalisé des films, c'était déjà les rois du monde partout, j'ai envie de te dire. Tous les films qu'ils avaient sortis, ils avaient super bien marché au cinéma. Les spectateurs étaient friands de leurs films parce qu'ils étaient friands de leur musique. Donc ils se sont dit, on va passer dans un truc plus prétentieux et on va essayer de faire le Seigneur des Anneaux. Mais Tolkien, il les a vite stoppés. Il leur a dit, barrez-vous. En 69, il vend les droits au studio United Artists et ce projet n'aura jamais vu le jour. Ce qui aurait encore plus pu me donner envie de voir ce projet réalisé, c'est que le réalisateur qui était pressenti pour ce projet n'était autre que Stanley Kubrick. Encore une fois. Et ouais. Je sais pas, vous imaginez le truc? Les Beatles, Stanley Kubrick, Seigneur des Anneaux. Mais ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Fin de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir, d'autres sujets. Peut-être qu'on pourra aborder d'autres choses sur le cinéma. Peut-être qu'on pourra aborder d'autres sujets tout court. On laisse le temps faire les choses. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Soyez créatifs. Et putain de merde, je sais pas quoi dire. Salut.